Nous sommes le samedi 23 octobre 2010. Il est 10h du matin et Bertrand Puech reçoit un coup de téléphone. Alors Bertrand Puech, c'est l'un des héritiers principaux de la famille Hermès. Il est milliardaire, il pense que l'avenir de sa famille est garanti. Mais au bout du fil, un homme va le faire trembler. Cet homme, c'est Bernard Arnault, le patron de LVMH. La conversation est courtoise, très brève. Arnault l'informe simplement qu'il détient désormais 17% du capital d'Hermès. Pour la famille, c'est mathématiquement impossible. La maison est cotée en bourse, oui, mais le capital est verrouillé. Les actions s'effluent peu, et si quelqu'un en achète autant, il doit le déclarer aux autorités de marché dès qu'il dépasse 5%. Or, la veille, LVMH n'avait officiellement rien, zéro. Ce matin-là, la famille Hermès comprend une chose. Ils sont nombreux, ils sont riches, mais ils ne sont plus chez eux pour bien longtemps. Pour reprendre le contrôle, ils vont devoir utiliser un des outils de gestion de patrimoine les plus puissants qui existent. Pas pour gagner de l'argent, mais pour ne pas tout perdre. Cet outil, c'est la holding. Alors, avant de voir comment ils ont fait, il faut qu'on soit clair sur ce qu'est une holding, et dans ce contexte. On imagine souvent la holding comme une lessiveuse fiscale pour payer moins d'impôts. Alors, ça peut être vrai, ça existe, mais sa fonction première historique, c'est le pouvoir. Le principe est simple, dissocier l'argent du contrôle. Imaginez une entreprise qui vaut 10 millions d'euros. Si vous voulez la contrôler, en théorie, vous devez acheter 51% des parts. Il faut donc sortir 5,1 millions d'euros. C'est cher. Maintenant, imaginez que vous créez une société vide, une holding. Vous mettez vos 5,1 millions dedans, et c'est cette holding qui achète les 51% de la société cible. Jusque-là, rien ne change. Mais imaginez que vous vendez les parts de cette holding à des associés minoritaires. Vous gardez 51% et les autres associés mettent le reste. Alors vous avez toujours le contrôle avec 51%. Et vous n'avez besoin plus que de 2,6 millions d'euros pour contrôler cette holding. Et comme la holding contrôle elle-même l'entreprise cible, avec 2,6 millions d'euros, vous contrôlez une entreprise qui en vaut 10. C'est un effet de levier sociétaire. La holding est un amplificateur de vote. Et c'est exactement ce qui manquait à la famille Hermès en 2010. Donc revenons à ce fameux samedi matin. La famille Hermès, c'est une soixantaine d'héritiers, divisés en 3 clans. Les Dumas, les Puech et les Guérand. Ils descendent tous du fondateur Thierry Hermès. Mais avec le temps, les parts se sont diluées. Certains ont 5%, d'autres 0,1%. Certains travaillent dans l'entreprise, d'autres sont des artistes, des rentiers ou vivent à l'autre bout du monde. Et jusqu'ici, se disait, on est une famille, on a la majorité, tout va bien. C'était une sécurité de façade. En face, Bernard Arnault a joué sur cette dispersion avec une opération secrète baptisée Mercure. Alors Mercure, c'est le dieu du commerce, mais aussi des voleurs. L'ironie n'échappera à personne. Alors pour faire son coup, Bernard Arnault n'a pas acheté les actions une par une directement sur le marché. S'il avait fait ça, il aurait déclenché les alarmes de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, des 5%. Et oui, en France, dès qu'on dépasse ce seuil, on doit avertir l'AMF et l'entreprise concernée, dans un but de transparence de marché, parce que les autres actionnaires ont le droit de savoir si un gros poisson ou si un prédateur est en train de monter au capital, car cela peut influencer le cours de l'action et des votes. Mais notre cher Arnault n'est pas un prédateur comme un autre. À la place d'acheter directement les actions, il a signé des contrats avec 3 banques différentes. Ces contrats, c'est ce qu'on appelle des equity swaps. Sur le papier, c'est un achat financier, pas un achat direct. Arnault parie avec la banque que le cours d'Hermès va monter. Si ça monte, la banque lui verse la différence en cash ou le total en actions. Et tant que le pari court, Bernard Arnault ne possède pas encore les titres sur le papier. Il est invisible. Il n'a rien à déclarer à l'AMF. Mais le coup de maître arrive au dénouement du contrat. Au lieu de demander son gain en argent, Arnault dit aux banques « Gardez le cash, donnez-moi plutôt des actions ». En une signature, le pari virtuel devient une propriété réelle. Il récupère 17% du capital d'un coup, sans jamais être apparu sur les radars. Et l'AMF dans tout ça, le gendarme de la bourse est humilié. Il a été contourné. Bernard Arnault a respecté à la lettre la loi, mais il en a violé l'esprit. Une enquête sera ouverte pour défaut d'information au marché et LVMH sera condamné plus tard à une amende de 8 millions d'euros. C'est un record pour l'époque, mais rien comparé aux 2,5 milliards d'euros que valent ces actions à ce moment-là. Sur l'instant, le régulateur ne peut rien faire. Le coup est validé. Donc la famille Hermès se réunit en urgence. L'ambiance n'est plus du tout à la fête et au champagne, mais c'est la panique, qui vire très vite à la paranoïa. Les héritiers ont l'impression d'être suivis dans les rues, on murmure que les téléphones sont sur écoute, que des détectives privés prennent des photos de leur résidence. Ils comprennent qu'ils ne sont pas juste face à un investisseur agressif, mais face à un prédateur qui utilise des méthodes quasi militaires. Leur peur est rationnelle. Si LVMH monte à 30% du capital, ils peuvent lancer une OPA, une offre publique d'achat. C'est une arme atomique en bourse. Une OPA permet de contourner la direction de l'entreprise pour s'adresser directement aux actionnaires. Et concrètement, Arnault peut toquer à la porte de chaque héritier, un par un,
et posait une valise de billets sur la table, en disant « Je vous achète vos parts 30 ou 40% plus cher que le cours actuel ». Et bon, si Arnaud propose à un cousin éloigné qui a besoin de cash pour rénover son château de devenir instantanément plus riche, est-ce que ce cousin va refuser sous la pression? Alors peut-être le premier cousin, mais le deuxième, le troisième, le quatrième. La fragilité de la maison Hermès, ce n'est pas son business model, mais c'est la psychologie de ses 60 héritiers qui sont maintenant traqués par un prédateur. Alors ici, on s'arrête sur un petit détail technique crucial. Pourquoi la simple confiance familiale ne suffit pas? C'est le fameux dilemme du prisonnier. Imaginez une entreprise avec 100 actions. Vous avez 3 héritiers, Alice, Bob et Charles. Ils ont chacun 20 actions. Donc le total de la famille est de 60 actions. Ils sont majoritaires. Un investisseur prédateur, on va l'appeler au hasard Arnaud, possède les 40 actions restantes. Sur le papier, la famille gagne, 60 contre 40. Mais si Arnaud va voir Charles discrètement, il lui dit « Tes actions valent 100, je te les achète 200, mais c'est maintenant ou jamais, sinon je vais proposer à Alice. » Charles calcule. Son intérêt individuel immédiat est de vendre cher et de s'enrichir. Donc il réfléchit et il se dit que c'est maintenant ou jamais. Alors il vend ses 20 actions. Arnaud monte maintenant à 60, 40 plus 20. Le prédateur devient majoritaire. Il prend le contrôle, vire Alice et Bob de la direction et coupe les dividendes. Alice et Bob ont toujours leurs actions, mais elles ne servent plus à rien. Ils sont devenus passagers d'un véhicule conduit par leur pire ennemi. L'intérêt individuel de Charles, qui était l'argent, a tué l'intérêt collectif de la famille, qui était le contrôle. Et pour contrer ça, les promesses ne suffisent pas. Il faut apporter les titres à une structure commune. Si Alice, Bob et Charles mettent leurs actions dans une holding familiale, la holding possède 60 actions. Les héritiers ne possèdent plus les actions de l'entreprise directement. Ils possèdent des parts de la holding. Et pour que la holding vende, il faut que la majorité des associés de cette holding soient d'accord. Charles ne peut plus vendre ses titres en direct à Arnaud. Il est coincé dans la holding. Il a perdu sa liberté individuelle. Mais le groupe a gagné sa survie. Et c'est ce mécanisme précis que la famille Hermès doit mettre en place. Et très vite. Donc en décembre 2010, à peine 2 mois après l'appel de Bernard Arnault, la famille met en place sa contre-attaque. Elle crée une holding nommée H51 pour 51% du capital. C'est une véritable forteresse juridique. La holding va servir à 2 choses. D'abord, la défense. Ils enferment 50,2% des parts de la société Hermès dans cette structure. Les statuts prévoient que pendant 20 ans, aucun héritier ne peut vendre ses parts. Le capital est gelé jusqu'en 2031. C'est un sacrifice financier énorme. Une action qu'on ne peut pas vendre vaut en théorie moins cher qu'une action liquide. Ils acceptent donc de s'appauvrir virtuellement pour garder le pouvoir. Ensuite, l'attaque. Ils intègrent une clause redoutable de rachat. Les statuts imposent qu'un tiers des dividendes perçus par la holding, donc environ 33%, ne soit jamais distribué aux héritiers. Cet argent devra obligatoirement servir à racheter des actions Hermès disponibles sur le marché. La holding n'est pas passive. Chaque année, elle utilise sa propre rentabilité pour avaler les actions flottantes et réduire la part de capital disponible pour LVMH. La forteresse se répare et s'agrandit toute seule. Donc l'autorité des marchés financiers valide le montage de justesse. Bernard se retrouve face à un bloc de béton de 50,2% qui vote d'une seule voix et qui, en plus, rachète le reste du marché pour l'empêcher de grandir. Donc Bernard est coincé. Et il insiste et passe au plan B. Il continue d'acheter pour monter jusqu'à 23%. Alors pourquoi s'acharner? Son objectif n'est plus le contrôle total de 50%, qui est mathématiquement maintenant impossible, mais la minorité de blocage, qui est de 33%. S'il l'atteint, il obtient un droit de veto sur les décisions stratégiques. Il ne peut pas conduire le bus, mais il peut crever les pneus et paralyser la forteresse de l'intérieur. Mais au final, en 2014, après des années de guérilla financière, LVMH se rend l'évidence et jette l'éponge. La position n'est plus tenable. D'un côté, la justice s'en mêle via une médiation musclée, et de l'autre, Arnaud comprend qu'il a des milliards investis, mais pas assez de pouvoir, et qu'il faudra des décennies à ce rythme juste pour atteindre son plan B. Être un actionnaire riche mais muet, ce n'est pas son style. Alors il veut vendre, mais il se heurte à un problème technique. Comment se débarrasser de 23% d'Hermès sans faire cracher le cours de bourse? S'il vend tout d'un coup, il perd des milliards car l'offre serait trop grande et le prix s'effondrerait. Il opte alors pour une distribution exceptionnelle en nature. Alors concrètement, LVMH ne vend pas les actions. LVMH les donne à ses propres actionnaires à la place des dividendes. C'est une manière de dire « je ne peux pas contrôler cette boîte, tenez, prenez les morceaux ». Et financièrement, c'est le hold-up parfait. Entre son achat masqué en 2010 et cette distribution en 2014, le prix de l'action Hermès a explosé, grâce à des résultats exceptionnels. Bernard avait acheté ses actions pour environ 2,5 milliards, mais il ressort avec un paquet valorisé à plus de 6 milliards. Donc il a fait presque 4 milliards d'euros de plus-value, sans jamais avoir dirigé l'entreprise une seule seconde. Et en plus, il garde du cash dans LVMH, parce qu'au lieu de distribuer ce cash, il distribue simplement les actions de Hermès. Donc il a perdu la guerre politique, mais a gagné la bataille financière. Alors, est-ce que chez Hermès, ils auraient pu faire autrement?
Alors concrètement, non. Ils auraient pu se concerter pour tenter de racheter les parts de Arnaud, voire même racheter toutes les actions publiques pour sortir Hermès de la bourse, mais le problème reste le même, c'est une guerre de cash. Les Hermès sont riches en actions, mais ils n'ont pas des milliards d'euros qu'ils dorment sur un compte courant. Et en face, LVMH est une machine de guerre avec une trésorerie quasi illimitée. Donc dans un duel de chéquier, Arnaud gagne à tous les coups. Et surtout, même s'ils avaient réussi à le faire partir cette fois, sans structure de blocage, le risque du dilemme du prisonnier persistait. Rien n'empêchait Arnaud ou un autre de revenir plus tard, avec une valise encore plus grosse pour tenter un autre cousin fragile. Seule la holding permettait de supprimer la tentation en supprimant la liberté de vendre. Voilà, donc avant de quitter cette vidéo, que retenir de ce bras de fer pour une gestion de patrimoine à notre échelle? 2 règles simples. Règle numéro 1, on ne possède vraiment que ce que l'on contrôle. Avoir des parts sans pacte d'associés ni structure, ce n'est pas être propriétaire, c'est être passager. Si le conducteur décide d'aller dans un mur, vous y allez avec lui. 50% des faillites d'entreprise sont dues à des conflits entre associés, donc protégez-vous. Et règle numéro 2, en France, un héritage se fait souvent en indivision, mais c'est une bombe à retardement. Vous vous entendez peut-être très bien avec vos frères et sœurs aujourd'hui, c'est tant mieux, mais demain, est-ce que vos enfants s'entendront avec leurs cousins? Est-ce que les enfants de ces cousins s'entendront entre eux? L'affect s'effrite avec le temps, alors que les intérêts divergent. Sans structure adaptée, un seul héritier mécontent peut bloquer tout le monde. La holding, ou plus simplement une SCI, sert à désamorcer cette bombe. Elle remplace l'incertitude familiale par la rigidité d'un contrat. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement cette autre vidéo sur les holdings vampires. C'est un autre cas d'utilisation de cet outil surpuissant. Voilà, merci, je vous invite à vous abonner et à liker si vous avez aimé, et à bientôt.